n'a ni queue ni tête. Si le pouvoir de Michombero voulait trouver un prétexte pour tuer l'élite Hutu, euh, elle devait, le pouvoir n'avait pas besoin d'importer des étrangers pour le faire, des mercenaires pour le faire, parce que l'État avait tous les moyens de le faire sans devoir trouver d'autres excuses. En plus de ça, c'est nier le fait qu'il y avait parmi l'élite Hutu des gens qui n'étaient pas contents du pouvoir de Michombero, qui voulaient que les choses changent. Souvenez-vous que déjà en 1959 au Rwanda, et c'était un pays, disons, jumeau avec le Burundi, il y avait eu ce qu'on a appelé la révolution sociale. Cette révolution sociale doit avoir inspiré des politiciens ambitieux de faire la même chose au Burundi. Pas seulement changer le pouvoir, mais se débarrasser de ces Tutsis parce que le mot Misiri a été introduit dans le vocabulaire au Burundi à ce moment-là qu'il fallait envoyer les Tutsis d'où ils étaient venus, le fameux Misiri. Et puis, 72, pour moi, c'est une continuation de 59 au Rwanda et de 65 au Burundi. Et revenons à mon livre, il n'y a pas une affirmation pareille, il n'y a même pas une indication que ce sont les pouvoirs de Michombero qui ont amené les tueurs à Vugizo. Parce que parmi les tueurs, il y avait un groupe de Hutus qui sont bien connus. J'ai même donné quelques noms qui étaient des leaders locaux. Et c'est vrai qu'il y avait parmi ces gens-là, parmi les tueurs, d'autres Hutus burundais qui étaient venus de Nyanzalak. Parmi eux, des sorciers congolais ou tanzaniens qui leur donnaient disons, des solutions pour se protéger contre les balles. C'est de là même que le mot Mai Mulele est venu parce qu'il venait en criant Mai Mulele, Mai Oye, Michomberozi. Donc, je ne sais pas d'où la sévère tient ses propos, mais dans mon livre, il n'y a rien qui indique que c'est le pouvoir de Michombero qui a organisé les tueries. En plus de ça, euh, des gens qui travaillent pour le pouvoir, notamment l'administrateur de Vogizondio Nizige, il a été tué. Et son adjoint, Salomon Nyandu, il a été aussi tué. Il y a aussi des officiels de la province de Boruri qui ont été à Rumonge. Et je ne vois pas une raison pour le pouvoir de se tirer lui-même une balle dans le pied et de tuer ses propres gens. En plus de ça, si c'était une rébellion qui a été organisée par Michombero, on sait que le régionalisme était déjà présent à ce moment-là. Ça aurait été facile de prendre ces mercenaires et les mettre bien loin de Bururi, d'où la plupart des dirigeants de l'époque étaient. À Nyanzala, il y avait une soirée organisée là-bas pour le samedi de la fin d'avril. Et beaucoup d'officiels étaient partis là-bas, notamment l'administrateur de Vogizo de Mabanda. Et c'est le lendemain, le dimanche, que son chauffeur, un chauffeur qui s'appelait Rushiki, qui ne vient pas bien loin de chez moi, qui a ramené la tête de l'administrateur avec lui. Et sa voiture était aussi couverte de sang. En fait, ce dimanche matin, il est venu à la succursale de Gasongati, d'où je viens. Et après la célébration du dimanche, généralement, les gens se rendaient au marché local. Et là-bas, le chauffeur montrait la tête à certains. Et il y a eu un petit attroupement. Et beaucoup de gens ont vu le sang sur la voiture. Et le chauffeur a même fait un petit discours. Il a dit que vous avez peut-être entendu qu'il y a eu des choses qui sont passées à Nyanzalak, mais que c'est la paix. Ne vous inquiétez pas. Euh, Continuez à faire vos affaires et rentrer à la maison calmement. Et cette journée même, il a circulé dans toute la commune pour montrer la tête, peut-être pour donner du courage à certains qui avaient une inclination à rejoindre son mouvement. Et c'est là aussi une indication que nos tueurs, c'était les gens qui tuaient les Tutsis à Vugizo, c'était principalement leurs voisins. Ce n'étaient pas des Congolais, c'était des Burundais, des Hutus burundais. Et j'ai entendu parler du drapeau.
Et dans mon livre, j'ai même une opinion sur ça. Il n'y a pas eu de république organisée avec un président, des ministres, etc. Mais il y avait une organisation et ils avaient des drapeaux. Beaucoup de gens ont vu, et pas un seul drapeau. En fait, il y a eu un drapeau hissé aux anciens bureaux communaux de Vogizo, tout près du marché de Vogizo. Il y a eu un drapeau hissé là-bas. Et les tueurs sont déplacés en colonne avec des drapeaux. Il y a des gens qui les ont vus, qui sont encore vivants, mais la CVR a décidé que, parce que, en fait, dans une des discussions, j'ai vu que, du moins, un des commissaires de la CVR dit que les gens donnent des couleurs différentes de ce drapeau. C'est pourquoi il n'y croit pas. Or, si vous regardez dans beaucoup d'enquêtes, les gens peuvent faire des associations de couleurs qui sont différentes, mais le fait qu'il y avait des drapeaux, qu'il y avait un drapeau, c'est indéniable. Et puis, c'est pas seulement à Vugizo qu'on a vu ce drapeau. Le drapeau aussi était à Mabanda. Je ne sais pas, Janda, si c'était différent. Mais il y a eu clairement un drapeau. Et à cause de ce drapeau, les gens ont parlé de la République de Martiazzo. Je dois ajouter aussi que la République de Martiazzo, ce ne sont pas les Tutsis qui ont parlé d'elle, ce sont des réfugiés étudiants Hutus en Belgique qui ont parlé de cette organisation et de la République de Martiazzo. Et aussi certains écrivains qui ne sont pas pro-Tutsi, comme René Le Marchand, il a aussi parlé de la République de Martiazzo. J'ai lu à propos de ces leaders de ce mouvement Hutu, je n'ai pas fait d'enquête spéciale sur eux, mais tout ce que je sais, c'est que ces gens-là, ce sont eux, il y a eu des écrivains qui les citent comme les gens qui étaient à la tête de la rébellion, Biorero, Mpacha et autres. Je sais que la CVR dit que ces gens-là ne se connaissaient pas. D'où est-ce qu'ils tiennent que ces gens-là ne se connaissaient pas? C'est parce que c'est ce qu'ils disent. Mais je vois difficilement qu'un leader de la rébellion, euh, qui, euh, euh, qui est à l'origine de beaucoup de malheurs qui sont arrivés à la population burundaise, peut aisément accepter que oui, c'est lui qui était à la tête de la rébellion. Mais vu les gens qui ont fait des enquêtes sur ça, qui les ont identifiés, et aussi parmi les témoins, il me semble qu'il y avait un témoin de Arumongue qui a montré où Viorero et le commandant Misigaro de Nyanzalak et d'autres se réunissaient dans une maisonnée à Arumongue. Euh, c'est, en fait, la sévère a une vision sélective de ce qui s'est passé. Parce que dans ce cas-là, ils n'acceptent pas ce témoignage, mais par contre, ils acceptent le témoignage de quelqu'un qui a une relation périphérique avec les événements, ne fût-ce que pour confirmer leur thèse. Sinon, je pense que Mpasha, Tita, euh, Biorero, le commandant Misigaro de Nyanzalak, qui a décimé les gendarmes Tutsis de Nyanzalak et qui était à la tête en fait de la rébellion à Nyanzalak même. Ces gens-là se connaissaient. En fait, c'est extraordinaire que la Sévère et son commissaire ou ses commissaires prennent cette route-là, le déni total de la réalité. Parce que la Sévère a déjà complété ses investigations à Mabanda. Donc, ils savent la vérité, ils connaissent la vérité. Pas seulement à Mabanda, mais aussi à Kibago, à Mbizé, à Jimbi, il y a eu de Tutsis tués. Je peux par exemple décrire une section proche du centre de Mabanda, plus ou moins proche. Il y a à Moendo. Moendo, c'est au-dessus de la route de Rukonwe, à gauche. Mutuazi, c'est à droite. Gikombe, c'est encore à gauche, un peu plus à gauche. Et Yasamvura, c'est la montagne qui surplombe le centre de Mabanda. Je peux ici vous donner quelques noms que j'ai pu collecter, mais j'ai des moyens limités. La CVR a les moyens de l'État, donc il peut faire beaucoup mieux que moi. Mais je peux vous donner ces noms par exemple. À Moendo, par exemple, j'ai pu trouver le nom de Misha. À Mutuazi, Yapfuye, Karagane, Sevisambi, Asamvura Biragumye, Gamiye et Elias son fils. À Gikombe, il y avait un homme qui s'appelait Vardiamoago et ses 5 fils.
Ils ont tous été tués par les insurgés Hutus. Avec ce genre d'ODNI, je pense que c'est décourageant parce qu'on espérait que la sévère allait nous donner la vérité et ce qui pourrait nous mener vers la réconciliation. Mais à ce que je vois, euh, euh, nous nous dirigeons vers la mauvaise direction. Dans le rapport exécutif que la sévère a fait l'année dernière, j'ai parlé d'un tout ce qui a été masculé, mais dans le rapport, c'est écrit que je suis un témoin, bien que je n'ai jamais témoigné en face de la sévère, et que euh, le type qui a été masculé, ils ont compté dans la colonne des exactions qui ont été commises contre les Hutus. Ça, c'est un cas, en fait, je ne sais pas si c'était par erreur, quand je l'ai mentionné, il m'aurait dit ça, mais je pense que ça a été fait d'une manière délibérée. C'est pas seulement ça, même pour le cas de Kinyonvi, où ils disent que Kinyonvi a été sacrifié par les Tutsis, par les, oui, Himado de Bururi, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit le garde-corps du président en tant que Mujiji de Muramza. Et ce sont des raisons qui, pour moi, sont très offensives et c'est offensif à la mémoire du capitaine Kinyonvi. Et pas seulement ça, il n'y a pas longtemps, Aloïs écrivait que Kinyonvi était en compagnie d'un autre capitaine Hutu, Daikeza. Tout ça, c'est pour renforcer l'idée que ils ont été sacrifiés. Mais ce qui est bizarre, et le sévère a fait ses recherches, elle le sait, c'est que l'officier qui était avec Kinyonvi dans la voiture de Michombero, c'était un lieutenant d'Aikeza, Tutsi de Bururi. C'était facile pour la sévère de voir ça. Et euh, toute cette accumulation de, 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 je pense pas que ce sont pas des erreurs, cette accumulation d'inversion de la réalité, ça fait que on doute maintenant de beaucoup de choses que ces gens-là disent. Je me souviens que Ngaïm Penda dit qu'il ne se souvient pas d'avoir écrit des choses pareilles, comme quoi les Maïmourélé, c'était des mercenaires de Michoambero. Euh, euh, Chrétien aussi, je me souviens d'avoir vu une vidéo, il disait qu'il n'a écrit rien de pareil sur les pages que les gens de la sévère citent. J'ai moi-même le livre de Chrétien, le livre de Ngaïm Penda, et j'ai vérifié ces pages-là. Les mots qu'on leur attribue ne sont pas là sur ces pages-là. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit même ailleurs dans les livres. Je pense que pour la sévère, pour le travail qu'ils ont à faire, il faut qu'ils soient très précis. C'est comme le cas du lieutenant Kadoï. Pendant la conférence thématique, on nous disait que Kadoï a encadré les Maïmoulés. Mais quelques jours plus tard, on nous dit que Kadoï a encadré les soldats que Mobutu avait envoyés pour supporter Michombero. C'est la deuxième version qui est vraie, parce que quelqu'un a déjà, il y a eu des témoins qui l'ont vu demander au grand séminaire un logement pour certains des soldats de Michoambero. Et il n'y a pas longtemps aussi, on a cité qu'il y a une madame Nadine, je ne me souviens pas exactement de son nom kirundi, une Française mariée à un Burundais. C'est vrai que son mari a été tué. Il est parti jouer à la soirée dans un centre organisé à Bujumbura. Il n'est jamais revenu. Et c'est traumatique pour elle parce que là aussi, c'est un crime qui a été connu qui devait être éclairé comme il faut. Mais c'est connu que quand les gens sont sous stress, ils peuvent misidentifier des personnes. Et juste parce que peut-être leur faciès, il y a une certaine ressemblance ou pas. Par exemple, je peux citer que là où je vis aux États-Unis, il y a plusieurs cas de témoins qui ont vu deux noirs et les ont confondus, ou bien qui ne font pas la différence entre les faces des noirs. Je ne dis pas ça parce que Madame Nadine est blanche, mais en Burundi aussi, peut faire la même erreur. Vous pouvez voir deux personnes dans une certaine. Vous pouvez voir une personne
dans une certaine situation et complètement les confondre avec une autre personne. Mais pour le travail de la sévère, ils ne doivent pas se fier à un seul témoin seulement parce qu'ils doivent trouver une vérité qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas ne pas admettre. La sévère, c'est un organe qui doit être très strict, très rigide dans leurs conclusions, mais pas trouver des prétextes pour justifier une thèse qu'ils ont déjà en tête. C'était des formations de l'histoire, des formations des faits, acceptent certains témoignages qui sont, disons, pas solides, renoncer à d'autres témoignages qui peuvent être solides ou pas. Ça fait que beaucoup de gens de bonne volonté ont des doutes sur les conclusions que la CVR tire. Et, disons qu'au début, il y a eu des questions, disons des conclusions qui n'étaient pas très claires, qu'on n'accepte pas aisément, mais on pensait que c'était peut-être des erreurs qui peuvent être corrigées. Mais comme la CVR progresse, on remarque que les choses deviennent s'empirent. On ne progresse pas vers la vérité, on ne progresse pas vers la réconciliation. C'est tout ce que je peux dire en peu de mots. C'est que même ceux qui avaient la confiance, qui avaient l'espoir, maintenant ils doutent.